Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Lean Innovation. Alors je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein d'XL Group et aujourd'hui la session sera animée donc par 3 personnes. Tout d'abord Rémi Waïda qui est responsable de l'accélération de l'innovation technologique au sein du groupe Zebra. Vous avez ensuite Philippe Portenseigne, responsable du management de l'innovation au sein également du groupe Zebra. Et enfin, Jean-Christophe Brouetz, directeur associé chez Excel Group. Alors, sachez que vous pourrez poser vos questions tout au long de la session via le module de chat qui se situe en bas à droite de votre écran. Nous garderons 15 minutes à la fin pour y répondre. Concernant les slides, elles vous seront envoyées dans la journée normalement et le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet d'ici quelques jours. Alors, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos animateurs et je vous retrouve en fin de session. Je vous souhaite une bonne webconférence à tous. Merci Camille. Merci Camille, merci. Bonjour à tous. L'objectif de notre webconférence est de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, le Lean Innovation. Comment on en est arrivé à parler de ce sujet du Lean Innovation? C'est la rencontre entre deux sociétés établies dans leur domaine chacune. La première, Groupe Zebra, 30 ans d'expérience dans l'accompagnement de l'innovation. Et la deuxième société, XL Group, 30 ans d'accompagnement dans l'excellence opérationnelle et le Lean. Et c'est à la croisée de ces deux expertises que nous avons développé cette méthodologie du Lean Innovation, qu'on va vous présenter avec Jean-Christophe et Philippe. Voilà, pour présenter rapidement Groupe Zebra, c'est une entreprise qui aujourd'hui est un cabinet de conseil global en innovation et en design. Notre métier, ça consiste aujourd'hui à accompagner la croissance des entreprises, soit sur des aspects de stratégie, soit sur des aspects d'innovation, en les accompagnant dans la conception d'offres et de produits innovants, et puis dans une partie d'exécution avec nos métiers historiques de design. Donc aujourd'hui, notre capacité consiste à accompagner les entreprises dans la totalité de leurs problématiques de développement. Voilà, donc bonjour Jean-Christophe qui prend la parole. Donc XL Group est une société effectivement qui a 30 ans également. Nous sommes 33 collaborateurs. Nous sommes au service des entreprises dans leur démarche de transformation autour de l'excellence opérationnelle et du lean management. Nous intervenons sur l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le BTP, mais également dans les activités de services, banque, finance, assurance, etc. Et donc nous avons deux activités, le conseil d'un côté et la formation de l'autre. Et nous avons en tout cas un credo, comme celui d'ailleurs de Zebra, l'humain au centre des démarches de transformation. Et donc le développement de cette webconférence va beaucoup parler de l'humain, vous allez voir. Donc au niveau du sommaire, différents points pour vous décrire un petit peu l'organisation de cette webconférence. D'abord, on va essayer de se poser la question sur quand même le gros gaspillage qu'il existe dans l'innovation et notamment un constat quand même d'échec aujourd'hui. Donc quelques exemples et surtout des enseignements. Finalement, vous présentez quand même des acteurs qui ont réussi cette innovation pour en tirer en fait des principes clés. Et donc en 3, on verra la démarche méthodologique du Lean Innovation. En dernière partie, l'intégration du Lean Innovation dans une démarche d'excellence opérationnelle, vu que c'est une combinaison entre deux sociétés, une spécialisée dans l'innovation et l'autre dans le Lean. Et on terminera par une série de questions-réponses. Alors, en introduction, finalement, comme dans tout sujet que nous traitons, prenons un petit peu de hauteur. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement innover? Et on confond souvent innovation et invention. Donc juste pour qu'on parte sur des bonnes bases, chez nous, l'innovation, pour qu'on la définisse selon un critère commun, c'est une idée qui rencontre son marché. C'est vraiment la différence qu'il y a. Une invention, ça serait peut-être juste une idée. Lorsqu'il y a innovation, il y a une notion de réussite avec une réussite sur son marché. Et depuis 30 ans, ce qui nous amuse chez Groupe Zebra, c'est quand même de se rendre compte que chez les leaders, il n'y a pas forcément toujours un succès.
on s'amuse à voir que ce n'est pas Sony qui a inventé l'iPod, ce n'est pas Michelin qui a inventé Waze, ou encore au niveau des constructeurs, ce n'est pas les constructeurs historiques de voitures thermiques qui ont inventé la Tesla. Bon, des exemples, il y en a une multitude. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir ce constat. Donc, c'est une citation de Marc Giget, qui est président donc d'un institut sur l'innovation en France. Et il a mené une étude il y a très récemment, en 2018, et il s'est rendu compte que 85% des projets d'innovation échouent, ce qui est un nombre assez faramineux. Et surtout, on parle souvent des startups et que finalement, 90% des startups ne dépasseront pas les 1 million de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même un taux d'échec conséquent. Quand on analyse un petit peu cet échec, donc il y a différents critères, on se rend compte qu'il y a un des très gros critères qui est un problème de connaissance du besoin des marchés. Et quand on dit connaissance du besoin des marchés, c'est surtout aussi besoin de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on revient à cette histoire d'humain au centre de tout. Il y a aussi une notion de business model associée. Est-ce que cette notion de business model est adaptée à cette innovation? On verra aussi qu'il y a une gestion des ressources financières et humaines et aussi forcément une partie des compétiteurs. Et un point qui est très important, c'est que ces dernières années, on voit que pas mal de gens demandent à s'orienter vers les clients. Donc ça, il y a une vraie tendance, tout le monde l'a compris, analyser vos clients, et parfois on en oublie le management interne, point essentiel de la réussite dans tout projet d'innovation. Alors, c'est quoi les enseignements? Pourquoi ce taux d'échec? Chez Groupe Zebra et chez XL, le Lean Innovation se pose une question sur l'organisation, on va dire, historique. Chez nous, on aime bien faire cette comparaison en comparant une entreprise à un arbre. Et finalement, avec l'arbre, son cœur business, son activité, qui est le tronc, et qui a développé plusieurs activités, plusieurs branches, sous-branches, qui sont les diverses activités de l'entreprise. On a fait des extensions d'offres, et chaque année, au niveau de la segmentation et du service marketing, on va se soucier de faire les dernières nouveautés qui pourraient représenter la dernière belle feuille qu'on cherche à développer pour la présenter. Nous, ce qui nous importe, c'est pas forcément de faire la nouvelle feuille, mais plutôt comment venir planter une nouvelle graine. Et l'innovation, parfois, elle n'est pas forcément que incrémentale, elle est aussi comment on plante une nouvelle graine. Eh bien, prenez une graine, essayez d'aller planter cette graine en dessous d'un arbre, vous verrez que ça ne poussera pas, parce que toute l'énergie de la terre part dans le tronc, que déjà, au niveau du rayonnement et du solaire, il y a de l'ombre en dessous. Et donc, pour pouvoir créer de l'innovation, il faut de temps en temps prendre de la hauteur, s'éloigner de l'arbre pour enrichir cette graine et la booster, pour se poser la question effectivement de comment la réimplanter, soit par une greffe dans notre entreprise, soit en faisant une autre société. Donc l'organisation déjà des entreprises ne permet pas de manière triviale et simple de permettre l'émergence de nouvelles idées. Ensuite, le marketing. Traditionnellement, au niveau du marketing, on va avoir tendance à faire des enquêtes, des études, des sondages, beaucoup de rapports et d'expertise, donc un système très efficace. Et je voudrais vous raconter une petite histoire, notamment sur un chef de projet dans la partie justement aspirateur. Donc si on analyse effectivement toutes ces tendances, toutes ces enquêtes, on se rend compte que en allant demander aux gens ce qu'ils veulent, les gens vous répondront que l'aspirateur est une contrainte, qu'il faut donc qu'on puisse le ranger, on ne l'utilise pas tout le temps, donc il faut qu'il soit petit, compact, qui puisse justement se faufiler dans la maison. Donc là, on va inventer la notion de télescopique au niveau de la bouche d'aération, donc de la ventilation, de l'aspiration. Il faut qu'il soit puissant. Donc en fait, là, on va se dire, ok, le design, il faut qu'il soit rouge. C'est ce qui permet de noter la puissance. Et donc là, on est très content, on se dit qu'on a écouté le marché, et donc on va au lancement des aspirateurs à la conférence mondiale, et on va voir les concurrents. Et là, on s'aperçoit que tout le monde fait la même chose. Donc, ce qu'on veut dire à travers cet exemple, c'est que les fabricants d'aspirateurs sont très mauvais. Et lorsqu'on regarde les autres exemples, on se rend compte qu'il n'y a pas que les fabricants d'aspirateurs. Et donc, on se rend compte que si on prend un peu de hauteur sur les marchés,
on a quand même des gammes qui se ressemblent beaucoup, des gens qui ne se sont pas forcément parlé, mais qui ont tous très bien travaillé, et très bien travaillé en prenant en compte des sondages, des enquêtes. Et c'est ce qui fait que nous, on s'amuse beaucoup à se rendre compte que, vous voyez, par exemple, l'exemple des véhicules électriques, 3 marques, peut-être à 3 endroits de la planète, qui ont un cahier des charges, qui veulent se différencier, je pense, initialement, et pourtant, qui arrivent à la même fabrication. Donc, on verra quel enseignement on tire de ça, mais en tout cas, les méthodes traditionnelles des études de sondage et de questionnement posent effectivement quelque chose de très monoaxial sur le marché. Ensuite, la R&D. La R&D, effectivement, lorsque pas mal d'entreprises, on demande à qui vous confiez l'innovation. Alors aujourd'hui, il y a quelques cellules d'innovation qui sont un peu indépendantes, mais pendant longtemps, on a confié l'innovation à la R&D. Et en fait, la R&D est un des départements qui doit graviter autour de l'innovation, mais pas seulement, puisqu'on peut avoir justement quelque chose lié de ce qu'on appelle technocentré. Marc Giget, dans son étude, parle même de techno-chiant. Alors, il va un peu plus loin, c'est peut-être provocateur. En tout cas, lorsqu'on est technocentré, on oublie l'utilisateur. On arrive à des exemples. Alors, je vais vous en illustrer quelques-uns. Vous voyez au milieu, là, il y a la friteuse connectée. Donc, effectivement, on s'est dit, on fait des friteuses. Il y a le monde des objets connectés qui sort. Il faut vite faire une friteuse connectée. Et donc, c'est une friteuse qui vous envoie un SMS lorsque les frites sont prêtes. Effectivement, on peut se poser des questions sur la proposition de valeur et l'intérêt d'une telle technologie, et on se rend compte qu'effectivement on est technocentré. En bas à gauche, vous voyez, donc c'est des choses qui ont très peu marché, bien évidemment, c'est des souris d'ordinateur à 6 boutons. On s'est dit, oui, il y en a 2, si on en met 6, on a 3 fois plus de fonctionnalités, mais on n'a que 5 doigts. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué à présenter. Et donc, on se pose des questions, finalement, comment faire bouger les lignes à travers ce constat qu'on en a tiré. Et donc, avant de vous parler des principes clés qui nous ont motivés à développer cette méthodologie de l'innovation, je vous ai montré des exemples d'échecs. Il y a quand même des exemples de belles réussites, et notamment de clients qu'on a accompagnés. Comment justement ne plus partir de ces études qui ne sont pas forcément quelque chose de négatif, mais qui doit être complété. Il faut partir aussi d'une phase où l'utilisateur et l'humain est au cœur de tout. On dit souvent que chez nous, on fait non pas du design thinking seulement, mais du human-centric design thinking. Un exemple, Villemorin veut réinventer le jardinage, et on se rend compte que finalement, dans le jardin, il y a plusieurs typologies. On allait observer des gens dans le jardinage, des personnes qui pratiquent le jardinage peut-être plutôt un segment client âgé. On s'est dit comment reconnecter avec les nouvelles générations de jardinage, et donc le côté connecté n'est pas une solution, mais plutôt une réponse à des pratiques. Et donc dans la sonde connectée, ce qu'on a développé, c'est plutôt de l'aide à des gens qui veulent prendre en compte le jardinage, et donc le partenaire du jardinage en disant la terre aujourd'hui, peut-être qu'il faut l'humidifier un peu plus parce que ce que tu as planté c'est un peu sec, ou il va y avoir du soleil en ce moment, il est temps de s'en soucier. En tout cas, vous avez un vrai partenaire. Donc on a développé une sonde connectée chez Villemorin pour repenser et se reconnecter à son jardin. Donc ça, c'est un exemple de réussite. Il y a eu un prix d'innovation sur cet accompagnement. Là, on va faire un bond en arrière, une société qu'on a accompagnée il y a très longtemps justement pour vous montrer que l'innovation n'est pas forcément quelque chose à la mode qu'aujourd'hui, depuis longtemps ça existe. Et notamment la brosse à dents pour les enfants, où le besoin était de dire nous devons lancer une nouvelle brosse à dents. Les études de marché montrent qu'une brosse à dents se vend entre 2 et 3 euros, et c'est pas plus. Et il faut réinventer pour les enfants le brossage de dents. Et donc le fait d'être humain, le fait de se recentrer, c'est de se dire finalement comment on peut développer un partenaire des enfants qui vont les inciter à se brosser les dents. Et donc en 1996, on invente ce fameux bonhomme brosse à dents, le compagnon de l'enfant. Et on n'écoute pas les études de marché, c'est-à-dire qu'on l'a fait 3 fois ou 4 fois plus cher que ce que nous disent les préconisations au niveau de cette demande. Total succès, puisqu'on a pris le côté émotionnel dans cette approche au niveau de l'innovation et replacé l'humain. Un autre exemple, pareil, où chez Groupe Zebra, on aime dire qu'on vient avec une certaine naïveté lorsqu'on accompagne les
les projets, et cette naïveté est essentielle. Le deuxième point aussi, c'est le transfert de compétences. Donc c'est vraiment essayer d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres domaines pour l'appliquer dans d'autres domaines. Et effectivement, sur la notion du projet Pyrex, si vous connaissez par exemple le connecteur Mac avec un petit aimant qui vous permet de charger les ordinateurs, c'est tout simplement un transfert d'idées qu'on a eu en se disant finalement, est-ce qu'on ne peut pas, dans la casserole et dans la poêle, séparer la manche de cette association par une connexion aimantée. Et donc c'est du transfert d'idées qui a été fait là-dessus. Encore une fois, une réussite au niveau des besoins. Et le dernier point, c'est nous avons travaillé pour Babola, qui faisait initialement que du cordage et qui veut se lancer dans la chaussure de tennis. Et donc un point essentiel, l'observation. On se rend compte en fait en observant et non pas en questionnant les joueurs de tennis de ce qu'ils veulent, ils n'en ont aucune idée. On observe qu'en fait dans le tennis, la majorité des déplacements est un déplacement de latéralité ou en tout cas de diagonalité. Et donc il faut concevoir des chaussures qui permettent de faire aussi une propulsion latérale, là où toutes les chaussures à cette époque avaient un objectif de course avant en arrière. Donc cette observation nous a permis de développer des chaussures adaptées pour le tennisman. Et on a fait aussi une alliance stratégique avec Michelin, le roi de l'adhérence. Donc encore une fois, l'alliance stratégique est aussi quelque chose d'essentiel. Voilà quelques exemples, on pourrait en parler pendant très longtemps, on va aller sur les conclusions. Donc vraiment, les clés, c'est vraiment d'observer les habitudes, remettre l'homme au centre des efforts d'innovation. Et encore une fois, le département d'innovation doit être un département qui fait travailler un service marketing essentiel, mais pas que, la R&D essentielle, mais pas que, et aussi toutes les parties prenantes nécessaires à l'avancée du projet. Donc, nous allons vous parler maintenant des principes clés du Lean Innovation et je vais laisser la parole à Jean-Christophe. Merci, Rémi. Donc, effectivement, ce que tu nous as présenté amène à nous poser un certain nombre de questions et amène les entreprises, en tout cas, à s'interroger sur la capacité d'innovation et tout simplement est-ce que leurs projets sont innovants. Est-ce qu'on est capable de proposer, de faire une proposition de valeur unique et une offre différenciatrice par rapport à l'ensemble des concurrents et l'exemple des aspirateurs est assez éclairant à ce point de vue-là. Donc première question, sont les projets innovants. Deuxième question, finalement, est-ce qu'on a une stratégie d'innovation? Est-ce qu'on a une vision? Est-ce qu'on a des orientations claires en matière de stratégie? Et donc on voit bien qu'au-delà de la technique de l'innovation et la technologie, on a bien une stratégie à construire qui place l'humain au cœur avec une vision effectivement de l'innovation à partager avec les différentes équipes de l'entreprise, parce que nous allons voir qu'une des clés du succès, c'est bien sûr de travailler en collaboration, non pas uniquement avec le marketing ou avec la R&D, mais avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc on parle de stratégie. Une troisième question à se poser, ce sont les voies de l'innovation. Effectivement, on voit bien que l'aspect technique n'est pas seulement le seul levier, mais les tendances, l'observation de l'environnement, l'observation de l'humain dans son utilisation d'un produit ou dans le parcours client pour un service va être une question essentielle. Et donc, est-ce qu'on a bien capté les différentes voies de l'innovation? Un exemple d'actualité, c'est effectivement le repositionnement des hypermarchés et la notion de besoin des utilisateurs, où on voit bien qu'on repense complètement la notion d'hypermarché. Et il y a une vraie refonte actuellement au niveau des entreprises de ce secteur d'activité. La quatrième question, c'est est-ce que les équipes sont alignées sur la vision? Donc c'est intéressant d'avoir une stratégie. Il y a à peu près les 3/4 des stratégies qui échouent par manque d'implication des équipes. Et donc une vraie question, c'est est-ce qu'on a bien partagé cette vision d'innovation et ce développement de nouveaux produits au niveau des équipes? Autre point, c'est est-ce que mes méthodologies d'innovation sont efficaces? Et effectivement, le Lean apporte un certain nombre d'éclairages à ce niveau-là. On voit bien que les process peuvent être lourds, compliqués. Développer un nouveau produit, ça peut prendre 1 an. Pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de barrières dans l'entreprise entre le design, le market, la R&D, etc. Que ça met du temps et des allers-retours et un certain nombre d'inefficacités et d'attentes au niveau du process. Donc la question se pose sur l'efficacité des méthodologies d'innovation. Et du coup, qui dit méthode d'innovation, dit process. Et donc on va se questionner sur l'agilité
la simplification et la robustesse des process d'innovation. La dernière question que doivent se poser les entreprises, c'est est-ce qu'on est dans une dynamique d'amélioration continue au niveau des process d'innovation? Est-ce que le droit à l'erreur existe, hein, c'est clair, hein, mais le droit à la répétition de l'erreur, là c'est un vrai problème dans la notion d'efficacité. Donc la capacité de capitaliser sur les expériences et de faire progresser ces process et ces méthodologies est également une véritable question. Qui nous amène du coup à avoir un certain nombre de réponses autour de la définition du Lean Innovation. Alors, donc, est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une démarche? En fait, c'est l'association de l'ensemble, hein, c'est vraiment un état d'esprit et une démarche d'entreprise qui va tirer l'ensemble de la démarche de transformation, en associant et en combinant 3 approches clés. Le design thinking qui existe déjà depuis une 50aine d'années, donc Rémi en a parlé, qui place l'humain au cœur, qui est basé sur la notion d'observation, d'idéation, de test, d'hypothèse et de développement, où l'empathie, donc se mettre à la place de la personne, le côté collaboratif est extrêmement important. Et donc le design thinking est en même temps une culture, mais aussi un process. Quand on rajoute à ça le lean management, qui est finalement un système permettant d'apporter le minimum de valeur ajoutée aux clients en un minimum de temps, donc on a la notion de vitesse en réduisant les gaspillages, hein, donc avec le juste nécessaire de ressources, ça commence à devenir intéressant. Autour du lean, on a 3 principes clés. Le premier principe, c'est le juste nécessaire. Le deuxième principe, c'est l'intelligence collective, donc la capacité de faire travailler ensemble des équipes. Et le troisième principe, c'est la remise en cause permanente. Et lorsqu'on rajoute sous design thinking et all-in les méthodes agiles, qui consistent effectivement à avoir un process et une démarche de développement, alors qui était beaucoup basé sur le logiciel, mais qui soit centré sur la vitesse et l'agilité pour mieux satisfaire les clients, eh bien on commence à avoir une notion et une démarche qui apparaît d'association et d'interaction entre ces 3 approches qui précédemment étaient différentes. Et donc, on en est amené à parler de l'innovation, qu'on peut définir comme étant un accélérateur de l'innovation, en même temps une démarche collaborative entre différentes équipes, mais une optimisation et une récurrence d'un process d'innovation qui devient extrêmement souple et agile. Voilà, donc de fait, on en est amené à poser avec le groupe Zebra 3 axes ou 3 thématiques clés sur lesquelles vont venir se positionner 10 principes clés de l'innovation. Donc les 3 thématiques, c'est organiser rapidement. Donc ça, c'est un point essentiel. Ne pas passer 1 an à développer un nouveau produit parce que du coup, on peut arriver en retard sur le marché. Donc organiser rapidement, collaborer facilement et tester en sécurité. Donc sur ce premier thème, organiser rapidement, je vais laisser Rémi présenter le premier point. Donc, encore une fois, s'organiser rapidement, c'est une vision effectivement de stratégie. Il y a une vraie vision on ne doit pas se laisser aller là où on va, on doit avoir une vision. Mais effectivement, la notion d'agilité, c'est d'avoir une vision et qu'on peut pivoter rapidement en cas de nouveaux paramètres entrants. Donc la vision et la mobilisation, c'est vraiment tout ce qui va être lié à qui je suis, quel est mon marché et quelle légitimité j'ai à me positionner dans cet écosystème. Comment je suis pertinent pour apporter une solution qui est en phase avec qui je suis. On va avoir effectivement une notion très rapide de proposition de valeur de ce qu'on cherche à apporter. Tout à l'heure, je vous parlais de la friteuse connectée. On est friteuse, on est connecté, on est en lien probablement avec la personne qui a développé ça, mais est-ce qu'on a une proposition de valeur? Et donc là, on va se centrer sur les besoins insatisfaits de l'utilisateur. Il va aussi y avoir une notion de business model associé. C'est pour ça que la pensée design, c'est utiliser des canevas. Le canevas est un outil collaboratif, visuel, qui permet de parler le même discours pour toutes les parties prenantes du projet et qui permet d'avoir sur une seule page rapidement une vision qui ne prend pas justement 6 mois à établir. L'idée, c'est de se poser les questions. Si on ne sait pas y répondre, alors lancer la réponse à ces questions. On va avoir aussi tout ce qui va être optimisation et récurrence du process.
Donc là-dessus, Jean-Christophe. Oui, donc effectivement, c'est une proposition de valeur sans approche derrière de process optimisé. Et donc le Lean va extrêmement apporter sa plus-value sur l'analyse des process actuels, la réduction des gaspillages, des temps d'attente, du retravail, etc. Et donc on va cartographier les flux de valeur et essayer de proposer des process les plus courts, les plus simples, les plus agiles et les plus collaboratifs possibles et qui soient également récurrents parce que le flux d'innovation, c'est pas du one-shot, hein, c'est quelque chose qui doit aussi régulièrement s'activer. Et du coup, c'est le troisième thème. Ce qui va faire le passage avec la collaboration facile, ça va être la capacité de rendre visuel l'ensemble de ces éléments. Et donc, effectivement, le management visuel et la création de Obeya Room, qui est une approche inspirée des méthodes japonaises, Obeya voulant dire grande salle en japonais, c'est un endroit où on va présenter et illustrer visuellement le projet, le concept, et où vont se réunir, effectivement c'est l'autre principe, où vont se réunir l'ensemble des équipes pour partager les objectifs du projet, pour faire le point sur l'état d'avancement, pour mettre en évidence aussi certaines problématiques, et pour être également lieu de créativité et de coordination agile transverse. Donc le sixième principe clé, c'est effectivement l'humain et la créativité. Donc c'est au cœur même du Lean Innovation. On va essayer de sortir des cadres préétablis pour essayer avec des idées nouvelles et de l'apport de fonctions, de services différents, voire de partenaires extérieurs, d'avoir cette créativité nécessaire permettant de booster l'innovation au sein de l'entreprise. Ce qui va faire ensuite le lien avec le troisième thème qui est testé en sécurité, c'est la planification optimisée. Effectivement, si on veut passer de 10 mois de conception, de projet de conception à 1 mois, ça veut dire qu'il faut effectivement optimiser la planification et se poser des questions sur la notion de management de la chaîne critique du produit, qui est une approche tout à fait intéressante dans notre capacité à optimiser l'ensemble des projets d'innovation d'entreprise. Du coup, la robustesse, ou en tout cas la sécurité dans les tests, alors déjà il y a le thème qui est important, le fait de tester des hypothèses en toute sécurité. Ça veut dire qu'on a une approche d'analyse de risque dans le Lean Innovation, où on va se poser des questions sur quels sont les risques critiques. Et là, on va s'inspirer d'approches Lean, sur l'analyse des modes de défaillance, de leur effet, de leur criticité, où on va se poser des questions sur les 3-4 risques critiques avec des parades permettant de répondre à ces risques critiques. Et effectivement, lorsqu'on parle d'innovation et de test, il faut vite aller tester ces hypothèses le plus rapidement possible. Et tester ces hypothèses, ça ne veut pas dire attendre d'avoir développé un produit dans son intégralité pour pouvoir avoir un feedback, mais c'est plutôt de se poser la question, la méthodologie des 4P ou du produit minimum viable, 4P voulant dire le plus petit produit possible. Comment je peux le plus rapidement avoir un feedback de mes cibles. Et donc, c'est une manière de sécuriser et de rendre rapide la notion de récupération d'informations, qui nous permet d'avoir effectivement une amélioration continue, puisqu'on va faire une méthode itérative où à chaque fois, on va effectivement faire de la capitalisation de ces différents prototypes. Et donc, on dérisque ainsi la notion de développement. Nous, on dit souvent, vous pouvez échouer. Le tout, c'est d'échouer rapidement pour pouvoir rebondir derrière. Donc, les bénéfices en synthèse, en fait, de l'innovation, on va se centrer sur la justesse et la rapidité de l'innovation. Donc, un des premiers points pour avoir une innovation juste et rapide, c'est de bâtir une stratégie pertinente, une stratégie d'innovation pertinente. On va voir que les méthodologies qui vont vous être présentées juste après s'orientent là-dessus. Le deuxième bénéfice, c'est de développer la créativité et placer l'humain au centre. On a plein de bonnes idées, le tout c'est de pouvoir les capter et de centrer les équipes sur leur capacité à générer des idées créatives qui feront l'objet de tests et de prototypes derrière. Et l'humain, c'est aussi observer les utilisateurs dans leur environnement.
Donc le troisième bénéfice, c'est d'accélérer ce process d'innovation. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un élément qui est extrêmement important. On a ensuite la capacité à coordonner des équipes transverses et à s'aligner sur la vision, qui est un bénéfice essentiel dans cette démarche d'innovation. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est la capacité à piloter des projets d'innovation transverses et non plus en silo, et d'avoir une visibilité sur la charge capacité avec une idée claire sur un chef de projet, des contributeurs d'entités différentes et leur capacité à se mobiliser dans un temps court sur les objectifs clés du projet. Donc voilà les 5 bénéfices. On va parler maintenant de la démarche méthodologique de l'innovation et Philippe va prendre la parole sur ce sujet. Bien, donc on a évoqué effectivement les principes clés et donc on va voir aujourd'hui comment s'organise finalement ce processus d'innovation qui va permettre d'améliorer la performance de vos projets et au final limiter le taux d'échec comme on l'a vu en introduction et améliorer en fait le finalement couple vitesse et coût qui est un point commun finalement avec le lean management. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont finalement les processus clés que l'on met en œuvre aujourd'hui chez Groupe Zebra. Quand on mène un projet de A jusqu'à Z pour le compte d'un client, on met en œuvre aujourd'hui toutes ces méthodologies à la fois du point de vue, je dirais, des méthodes, mais également en fait des modes de collaboration. Chez Groupe Zebra, nous sommes 50 collaborateurs avec toutes les compétences d'innovation sous un même toit, que ce soit les compétences de marketing, de R&D ou d'innovation et de design. Et donc, on va vous montrer aujourd'hui ce qu'on pratique au quotidien et qu'on implémente régulièrement chez nos clients. Donc, un processus d'innovation, par définition, c'est un processus transverse qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui doit commencer par les fondamentaux. Et le premier fondamental, je dirais que c'est d'analyser finalement son environnement pour détecter des opportunités. On l'a dit aujourd'hui, l'humain est au centre finalement des préoccupations en matière d'innovation. Et je tenais à préciser d'ailleurs que on vous a présenté beaucoup de cas clients dans le domaine de la grande consommation et des objets physiques. Les groupes Zebra accompagnent depuis maintenant de nombreuses années des groupes industriels sur des services B2B ou des produits B2B. Et pourquoi l'humain reste au centre? C'est parce que finalement, vous interagissez au quotidien à tous les niveaux, même quand vous commercialisez des produits complexes, vous interagissez en permanence avec différents types de collaborateurs chez vos clients, que ce soit des acheteurs, que ce soit des responsables techniques, que ce soit des opérateurs. Et souvent même d'ailleurs, vous êtes dans un métier où en réalité vous n'êtes pas en B2B, mais en B2B2C. Et donc, il faut s'adresser finalement aux deux composantes de vos clients, à la fois votre client direct et l'utilisateur final. Donc l'observation, elle est fondamentale, puisque comme l'a précisé Rémi en amont, les études marketing aujourd'hui conduisent à demander aux gens ce qu'ils veulent, et en général, ils ne savent pas répondre, ou quand ils répondent, ça couvre 20 à 30% de ce qu'ils vivent. Donc en fait, la réalité de l'observation, c'est de regarder finalement comment les gens se comportent au quotidien dans le cycle finalement d'usage, de consommation de ce que vous leur proposez, de ce que vous leur vendez, pour finalement relater le plus fidèlement possible ce qui est finalement ce qu'on appelle le pain point, c'est-à-dire globalement les difficultés qui ne sont pas forcément exprimées justement dans une phase d'études marketing. Donc observer, ça signifie aujourd'hui pour un groupe Zebra ne pas observer de manière naïve. En fait, l'observation, ça nécessite de connaître finement la nature humaine et donc de chercher finalement ce qu'on veut trouver. Donc en réalité, l'observation telle qu'on la pratique aujourd'hui, ça consiste véritablement à se poser des questions en amont sur les terrains de jeu sur lesquels on a envie d'observer finalement le comportement de nos clients, ce qui prépare votre cerveau finalement à être surpris. Et donc l'observation ne se fait pas simplement en posant des caméras et des micros à l'endroit où vous voulez les observer, vos clients, ce que l'on fait en partie, mais c'est bien aussi de baliser finalement votre terrain d'observation de telle sorte que vous allez pouvoir ensuite en tirer des espaces dans lesquels vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir. Et nous, on peut vous raconter de multiples histoires dans lesquelles on a bâti des hypothèses d'observation avant d'aller sur le terrain observer des marchés ou des comportements d'usage sur les produits. Et au final, on est ressorti avec des hypothèses qui sont parfois confirmées, d'autres infirmées, et surtout des nouvelles hypothèses qui apparaissent. Donc, de ces observations, évidemment, vous allez tirer deux enseignements pour bâtir votre stratégie. Le premier, c'est que vous allez pouvoir en fait identifier
des terrains de jeu qui vont faire finalement votre identité de création de valeur. Et c'est très très important parce que aujourd'hui, il est bien admis que l'innovation ne doit plus être technocentrée. Elle l'a été finalement pendant 100 ans. Pendant 100 ans, les entreprises sont venues avec des propositions de valeur qui étaient éminemment techniques et qui amélioraient finalement le quotidien de tous les êtres humains sur Terre, et on peut multiplier les exemples. Les années 80 et jusqu'au début des années 2000 ont été effectivement orientées vers les usages, c'est-à-dire qu'on s'est dit la technologie sans l'ergonomie, sans finalement la facilité d'usage, c'est intéressant. Donc on a évidemment en tête toutes les dernières innovations qui ont permis finalement d'améliorer notre quotidien, et le smartphone en étant une version, je dirais, aboutie. Aujourd'hui, vous avez finalement la moitié de votre vie dans votre poche. Mais fondamentalement, l'humain fonctionne avec des émotions. Vos clients, vos utilisateurs sont faits d'émotions. Le cerveau humain est fait d'émotions aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous le savez bien, en termes de management, aujourd'hui, il y a une très grosse tendance de fond sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire une compétence comportementale. Et on retrouve ça en matière d'innovation. L'innovation aujourd'hui, c'est vraiment une logique d'intelligence, c'est-à-dire d'être en capacité de faire le lien entre les émotions et les innovations. Donc, on a aujourd'hui l'obligation, je dirais, quand on est entrepreneur à la tête d'une entreprise, de ne pas se fonder que sur les solutions techniques pour apporter une proposition de valeur à ses clients, mais bien d'être dans une démarche pluridisciplinaire dans laquelle la pensée design a toute sa place, puisque par définition, le design thinking a très très tôt mis en interaction ces différentes dimensions, avec, j'allais dire, une posture de départ très importante, c'est je me mets à la place de mon client, j'essaie de me mettre en empathie avec lui, me mettre dans ses baskets pour comprendre ce qu'il vit au quotidien. Et donc, par définition, et vous le comprendrez très bien aujourd'hui, vous n'achetez pas des produits, vous n'achetez pas des services qu'à cause de leur performance technique ou de la technologie qu'il y a derrière. Il y a en fait une surcouche émotionnelle qui fait le lien entre toutes les briques finalement d'une proposition de valeur. Donc ça veut dire que derrière, pour pouvoir aborder finalement cette stratégie d'innovation et son implémentation, il faut comprendre ce qu'est un processus d'innovation, et il faut d'abord démarrer sur c'est quoi un projet d'innovation. Et si on considère qu'un projet d'innovation, ce n'est pas que la technique ou ce n'est pas que le marketing, ça veut dire qu'un projet d'innovation, c'est un objet protéiforme. Un objet protéiforme parce qu'en réalité, une proposition de valeur, c'est à la fois de la technologie, c'est du service, c'est aussi peut-être le processus que vous allez mettre en place de fabrication ou de supply chain qui va garantir un certain nombre de performances liées à la distribution de votre offre. C'est aussi le modèle de distribution, le modèle de revenu. Donc bref, un projet d'innovation, ça fait appel en fait à de multiples compétences et finalement, comme le lean de management nous l'a appris, on est obligé de travailler en transversal. Donc ça veut dire qu'on est en multi-expertise et donc que le processus d'innovation doit en réalité garantir un certain nombre de vertus et qui est notamment en fait de garantir la cohérence du projet. C'est fondamental aujourd'hui de garantir la cohérence parce que, on le sait bien aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises encore, les processus d'innovation, quand ils sont nommés comme tels, sont très séquentiels. C'est-à-dire que le marketing va prendre la main à un moment donné, la R&D va ensuite suivre, la production, etc., etc. En réalité, il faut que toutes ces expertises puissent collaborer à différentes étapes dans le processus d'innovation. Et donc, la clé, c'est de comprendre que le projet, c'est le chef. Et on voit encore aujourd'hui beaucoup de nos clients où l'entreprise va être marketing centrée ou au contraire R&D centrée ou parfois production centrée. En réalité, c'est le projet qui doit driver votre collaboration et qui doit guider finalement vos opérations. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, finalement, la ligne innovation, ça doit conduire à optimiser le temps de développement et le coût du développement. Et donc, une des clés, c'est effectivement de tester très vite. Et donc, dans toutes les entreprises, dans toutes les industries aujourd'hui, j'insiste, on peut aller sur ce qu'on appelle des minimum viable products, c'est-à-dire ne plus développer le produit dans sa totalité sans avoir sondé au préalable le marché,
des maquettes, des prototypes, en tout cas des versions, j'allais dire, dégradées du produit final, qui vont vous permettre de générer finalement des comptes rendus de la part de vos utilisateurs. Donc ça signifie d'ores et déjà que vous pouvez évidemment travailler avec des panels de consommateurs clés, de distributeurs clés, de clients préférés auprès de qui vous allez pouvoir régulièrement tester un certain nombre de choses. On parlait d'amélioration continue, donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire one shot, il faut le faire en permanence. Et donc auprès de ces panels d'utilisateurs clés, ou ce qu'on appelle dans le Lean Startup les early adopters, vous allez pouvoir tester un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément des prototypes physiques, qui peuvent être des maquettes, c'est-à-dire du vrai décor de cinéma, dans lesquels vous n'allez pas forcément tester toutes les fonctionnalités de votre produit, mais en réalité faire un peu de teasing sur un certain nombre de points, qui peuvent être des éléments d'ergonomie, de style, de propositions de valeur, qui vont vous permettre d'avoir des retours sur les idées et les propositions de valeur que vous avez. Donc c'est fondamental d'avoir ces boucles itératives de la même manière qu'on a les méthodes Scrum aujourd'hui dans le développement logiciel. Et bien dans l'industrie, on peut tout à fait adapter ces méthodes agiles pour en fait tester très très vite ces idées et ne pas dépenser un argent considérable dans le développement de prototypes trop lourds. Passer au stand, ça signifie qu'évidemment, vous devez en permanence contrôler que vous êtes dans la bonne direction. J'évoquais tout à l'heure la notion de cohérence. C'est fondamental de s'interroger toujours finalement sur les 3 dimensions principales d'une proposition de valeur. Quand vous développez un nouveau produit, vous avez évidemment les éléments fondamentaux de la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va plaire potentiellement à votre client. Vous avez également tout ce qu'on appelle les hypothèses de croissance, c'est-à-dire ces hypothèses qui vont faire que votre produit va finalement se développer et être acquis de manière assez rapide auprès de vos clients. Quand on parlait du taux d'échec d'innovation et de la performance des startups, il ne s'agit pas seulement de trouver des clients qui sont contents d'avoir votre produit, il faut surtout en avoir beaucoup à terme. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'être toujours à l'écoute du développement, j'allais dire, commercial de vos produits. La 3e dimension, c'est toute la dimension contrainte. Les départements de R&D connaissent bien ça. On a évidemment les contraintes techniques, les contraintes environnementales, les contraintes réglementaires. Il faut avoir à l'esprit toujours ces 3 boucles-là pour permettre à votre projet de pivoter. C'est fondamental en fait d'être toujours à l'écoute de ces 3 boucles pour pouvoir évoquer un changement de direction. Et donc en synthèse, je dirais tout simplement que le Lean Innovation c'est en capacité aujourd'hui de redécouvrir dans une grande entreprise qui en général a des processus très séquencés, une capacité entrepreneuriale de décision. Et donc c'est pour cette raison que Groupe Zebra est spécialisé dans l'émergence des idées. Cette complémentarité avec XL nous permet de justement combiner ce management dans la gestion de projet en gardant à l'état d'esprit cette vision du Lean. Pour conclure effectivement sur cette dernière partie de la conférence, est-ce que le Lean a de l'avenir sur la R&D, les services marketing, etc. La réponse est oui, effectivement. Si on se base sur cette citation d'un des ingénieurs de Toyota, on peut obtenir des résultats excellents, rapides. Il faut manager des équipes transverses dans des processus d'innovation qui eux-mêmes ont été rendus excellents, et notamment suivant les 6 étapes clés à ne pas louper que vient de présenter Philippe. Donc ça s'applique tout à fait, le Lean s'applique tout à fait, évidemment au niveau des process d'innovation. Et je dirais même plus, le Lean doit être l'innovation doit être le vecteur qui va tirer la transformation et démarche de transformation des entreprises. On voit bien que la capacité d'innovation est directement liée à la capacité de croissance des entreprises. Et donc, il serait complètement aberrant de ne pas inscrire l'innovation comme étant un des axes clés des démarches d'excellence opérationnelle. Donc, on est effectivement, au niveau de l'excellence opérationnelle, dans une démarche d'amélioration de la performance, l'ensemble des organisations, des individus, des équipes, mais dont l'objectif est de gagner en compétitivité. Donc, l'innovation, axe clé des démarches d'excellence opérationnelle, au même titre que la sérénité, la qualité, les délais et les coûts, la capacité à développer de nouveaux produits et de nouveaux services, en s'appuyant sur un système de management au travers d'une structure managériale qui soit en appui, qui soit porteur d'une vision, des attitudes et des comportements de culture clés et un état d'esprit,
mais également la capacité à utiliser des systèmes et des process et des outils qui soient extrêmement lean, donc simples, efficaces et rapides, pour pérenniser la performance à venir. Donc, pour conclure, effectivement, l'intérêt d'inscrire l'innovation dans la démarche d'excellence opérationnelle, c'est tout simplement, on va dire, d'alimenter ce qu'on appelle l'Oshin-Kanri, c'est-à-dire la stratégie de déploiement au sein d'une entreprise, permettant de déployer les différents axes stratégiques, mais également d'aligner chaque niveau d'entreprise par rapport à ces axes stratégiques. Et l'intérêt, on voit bien, pour les démarches d'excellence opérationnelle, bien sûr, il faut non seulement avoir l'implication du comité de direction, du COMEX, la participation active des équipes sur le terrain, mais on voit bien qu'en matière d'innovation, si on n'a pas la locomotive des nouveaux produits et services qui tirent l'entreprise, ça n'a pas forcément excellemment bien fonctionné. Donc, l'innovation est le moteur du développement des démarches de transformation. Et si on essaye de placer le lean innovation dans une démarche, dans les étapes d'une démarche de transformation classique, on voit bien que ça arrive dès le départ, en fait, où on va dans les diagnostics, se poser des questions sur la capacité d'innovation, sur la stratégie d'innovation, sur les méthodologies, et ça va faire l'objet ensuite de chantiers d'amélioration, au même titre qu'on a des chantiers d'amélioration de la production, on a aussi des chantiers qui vont permettre d'améliorer le process et la stratégie d'innovation. Et donc, ça va complètement tirer la démarche de transformation des entreprises par l'innovation. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on vous propose 3 jours de formation en fait, dans le groupe Zebra, où l'idée c'est de se mettre en situation dans le cadre d'une étude de cas qui va guider ces 3 jours, où on va s'immerger dans la Lean Factory, la Lean Innovation Factory du groupe Zebra, où avec un travail d'équipe, vous allez pouvoir pratiquer de façon très opérationnelle les différentes méthodes que l'on a pu aborder très rapidement pour arriver à concevoir et à développer un projet d'innovation au travers d'un cas extrêmement pratique. Voilà, donc on vous invite à participer activement à cette formation qui aura lieu en octobre et aussi à vous accompagner évidemment au plus près de vos entreprises dans le cadre pour établir vos stratégies d'innovation, vos démarches de transformation d'innovation et d'améliorer vos process innovation. Voilà, donc on a terminé cette conférence. Donc place aux questions-réponses. Donc on a plusieurs questions qui apparaissent. Et donc, alors notamment, il y a une question un peu de précision, puis il y a plusieurs questions un peu plus de fond. On va prendre une question sur la différence entre le Lean Startup et le Lean Innovation. Alors, on peut répondre évidemment à 3 là-dessus. En fait, le Lean Innovation va faire émerger des idées d'innovation, il va faire émerger des projets d'innovation. Le Lean Startup, on est plutôt dans une startup qui a démarré son projet et on est dans une logique où on va tester des hypothèses avant de développer le produit. Donc le Lean Startup est une partie du Lean Innovation qui intervient beaucoup plus en amont, l'émergence donc de nouvelles idées et de nouvelles hypothèses. Donc, une autre question, peut-être pour Rémi Philippe. Le Lean Innovation peut-il s'appliquer sur des projets de tout type? Alors, bien évidemment, oui. Le Lean Innovation est une méthodologie, est une manière de collaborer, est une manière de penser, est une manière d'embarquer les équipes. Et comment aussi embarquer des équipes en montrant en fait un résultat. C'est par des petits succès qu'on va embarquer les personnes pour faire de l'innovation. Donc évidemment que ça marche sur des produits, sur des services, ça marche pour toute chose puisqu'on remet au cœur de tout la proposition de valeur, ce qui fait que pour un service, c'est exactement la même chose. Je pourrais vous prendre l'exemple de Blablacar, qui a compris qu'aujourd'hui, la mobilité est un exemple et un enjeu crucial et que lorsqu'on met mobilité, on se rend compte que
en allant observer, la majorité des voitures n'ont qu'une seule personne à bord. Et donc, c'est à partir de cette observation qu'on se rend compte si on vient combiner. Donc, digitalisation, et vous voyez que la digitalisation n'est pas une finalité, n'est qu'un support. Donc, on n'est pas technocentré, c'est un moyen de pouvoir développer quelque chose. Et à partir de là, on propose un service qui a une proposition de valeur pour tout le monde, puisque les personnes peuvent avoir un trajet à moindre coût, donc proposition économique directe, mais aussi proposition émotionnelle, puisqu'on a ce sentiment effectivement écologique, humain, qui est de dire je contribue aussi à faire un geste pour l'environnement. Donc vous voyez, l'humain, l'émotion, c'est quelque chose de très important. Comment ça se développe après avec ces méthodologies et grâce aussi justement aux compétences donc, de XL, notamment sur cette notion de développement pour éviter le gaspillage, c'est vraiment de se poser la question comment je vais développer ce service le plus rapidement possible pour le tester et avoir des réponses sur ce sujet. Donc la réponse est bien évidemment, ça marche pour les produits, les services, puisqu'il y a une notion de proposition de valeur générale. Alors, donc une autre question sur les outils du Lean recommandés pour le Lean Innovation. Effectivement, on a exactement la même approche dans l'innovation que dans le Lean Production, le Lean Informatique, le Lean IT, donc le Lean Service, etc. Donc, on va se baser, et je vois la question, sur l'analyse des gaspillages, l'analyse de la variabilité, l'analyse de la surcharge, donc pour les spécialistes, les Mouri, les Muda et les Moura. On va analyser tout ce qui crée de l'inefficience dans les flux pour les traiter et pour se centrer sur la valeur ajoutée attendue des flux d'innovation, c'est-à-dire la capacité à innover juste et vite. Et donc, dans les outils qu'on va utiliser, ça va être des cartographies de flux de valeur, ça va être des diagrammes de flux, ça va être des standards, parce qu'effectivement, tout l'intérêt, c'est qu'on ait une récurrence dans la capacité à redéployer ces process et ces méthodes d'innovation. Et donc, on va se baser sur des standards. Les standards ne sont pas de lourdes procédures, mais ce sont des règles et des méthodes extrêmement simples, centrées sur l'agilité et les points clés à respecter. Et donc, c'est là où on va s'inspirer des méthodes et des outils du Lean. De même qu'on pourrait tout à fait utiliser le 5S, qui est un outil très classique en production, au travers du Lean Innovation, sur les bases de données, sur la capacité aussi à organiser l'information autour des bonnes pratiques du 5S et donc de la maîtrise de l'environnement de travail, qui peut être un environnement digitalisé ou informatisé. Voilà, donc on voit bien que les outils du Lean peuvent tout à fait s'appliquer et sont recommandés. Alors pas tous, mais en particulier ceux que je viens de citer sur le Lean Innovation, sur l'innovation. Voilà, il y a une autre question sur la notion d'application au niveau des services, mais je crois que Rémi y a répondu. On avait une question de précision sur un des slides, donc sur la signification de deux termes. Donc, oui, il faudrait revenir. Je pense que Philippe voudrait ajouter quelque chose sur une notion. Oui, je voulais simplement ajouter pour illustrer ce que tu évoquais sur les méthodologies, c'est-à-dire que quand on intervient chez nos clients aujourd'hui, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on regarde effectivement le flux. Tu parlais des flux tout à l'heure, qui est quelque chose qui est une notion très importante. Donc le flux de projet dans une entreprise, on va regarder évidemment quel est le processus qui est adopté, mais on va surtout regarder le pipe de projet pour savoir tout bêtement qui produit des idées. Souvent, on est étonné dans les entreprises de voir que ça ne vient souvent que d'un seul endroit. Et ensuite, en fait, quelle est la qualité finalement du pipe de projet? On pourrait vous raconter de nombreuses histoires où on voit que finalement, les entreprises parfois en gèrent beaucoup trop, qu'une partie sont parfois pas alignées à la stratégie, que certains sont gérés de telle sorte qu'on va finalement dans le mur coûte que coûte parce que c'est le processus qui a décidé que cette étape devait être menée jusqu'au bout. Donc il y a finalement, comme dans le Lean Production ou dans le Lean IT, les mêmes terminologies et finalement les mêmes objectifs, à savoir d'optimiser un niveau de performance sur un flux qui part d'une idée jusqu'à son succès sur le marché. C'est exactement le même principe. Et donc il faut vraiment comprendre qu'il y a des analogies très très fortes entre les méthodologies de Lean Management classiques et celles que l'on va adopter pour le Lean Innovation. Alors, on a une question effectivement sur la... Oui, vas-y, Rémi. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Une question sur cette notion de digitalisation et innovation. Comment
comment cette digitalisation intervient-elle dans l'innovation. Je pense qu'on va pouvoir apporter deux réponses complémentaires. Notre vision, c'est qu'en fait, la digitalisation pour la digitalisation, encore une fois, lorsqu'elle est technocentrée et qu'elle n'a pas forcément de proposition de valeur, est quelque chose de peu pertinent. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on aime voir, c'est que cette digitalisation, on parle un petit peu de, comme on place l'humain au centre, on aime bien parler d'humain augmenté. C'est un petit peu quelque chose qu'on aime bien développer, qui est au service de l'humain. Et comment recentrer la notion de digitalisation pour que l'humain puisse se concentrer sur sa créativité, sur l'empathie, sur ses collaborateurs, sur cette notion-là. Et donc effectivement, digitalisation, un sujet extrêmement important. On parle beaucoup de transformation digitale, mais plus comme un outil d'accélération pour concrétiser l'innovation. Alors, je pourrais rajouter deux choses. C'est que la digitalisation, évidemment, peut servir à la proposition de valeur. Donc, il faut la prendre comme une technologie, un outil qui vous permet de renforcer votre proposition de valeur, et notamment d'associer des services à différents étages de la consommation d'un produit. Beaucoup d'entreprises les ont développées aujourd'hui, et beaucoup de produits que vous achetez au quotidien aujourd'hui sont environnés par des prestations digitales complémentaires. Deuxième point, ces prestations digitales peuvent alimenter l'amélioration continue, et j'imagine que c'est déjà bien connu d'entre vous sur le lean management, donc c'est très important de comprendre aussi que les communautés de consommateurs, d'utilisateurs, par exemple, dans certains métiers aujourd'hui sont très très utiles pour alimenter en permanence la capacité d'observation et l'amélioration continue sur la conduite des projets. Et puis enfin, le digital est également aussi au centre pour améliorer le workflow même de conduite des projets d'innovation. Il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions qui, par exemple, vous permettent d'articuler votre intelligence collective. Et donc là aussi, le digital a tout son sens pour optimiser la collaboration des individus dans une entreprise, et notamment dans cette logique transversale et cross-fonctionnelle. Donc le digital, finalement, intervient à trois niveaux. Il ne faut pas le cantonner qu'à une solution technique, qui serait finalement, encore une fois, une technologie qui n'apporterait pas beaucoup de valeur. Très bien, donc on peut dire que l'innovation finalement a de l'avenir, c'est celui de vos entreprises, et donc nous vous invitons à vous engager dans cette démarche Lean Innovation pour construire votre futur. Et comme il est midi précise, nous allons vous remercier tous les trois pour votre participation et votre écoute active et sur l'ensemble des questions posées. Et nous allons vous souhaiter un bon appétit, un bon après-midi et merci à tous.